Bonsoir Monsieur Soral, Bernard-Antoine à l'appareil. J'aurais aimé que vous parliez aux auditeurs du décret Crémieux et j'aurais aimé savoir s'il y avait des conséquences de ce décret dans la vie d'aujourd'hui. Je vous remercie par anticipation de votre réponse. Oui, alors le décret Crémieux, c'est un sujet assez brûlant et qui a trait à la façon dont les Bernard-Henri Lévy, les Attali, qui sont, je le rappelle, des Juifs du Maghreb, et qui d'ailleurs qui ne sont pas des pieds noirs, parce que les pieds noirs, en fait, c'est des Français qui sont partis coloniser l'Algérie, hein, alors que ces Attali, ces Bernard-Henri Lévy, ce sont des gens qui n'ont aucun lien avec la France au départ, qui sont des Juifs du Maghreb, et qui se sont retrouvés français à la faveur du décret Crémieux dont on va parler, et puis aussi à la faveur de la décolonisation, où avec les Juifs tunisiens, ils sont tous montés en France, alors qu'en fait, ils n'avaient pas de lien avec le terroir français. Hein. Donc déjà, bien séparés, pieds noirs, de Juifs du Maghreb, et aussi d'ailleurs bien séparés Juifs du Maghreb avec séfarades, hein, parce que les séfarades, c'est la famille Mendès France, c'était d'ailleurs aussi la famille Chaban-Delmas, c'est historiquement l'aristocratie juive. Hein. Ce sont les Juifs d'élite qui ont fui le Portugal et l'Espagne après la Reconquista. Et en fait, aujourd'hui, on confond séfarades et Juifs du Maghreb, et on confond pieds noirs et Juifs du Maghreb. En réalité, les Juifs du Maghreb, si on relit d'ailleurs la grande peur des bien-pensants de Bernanos, qui, je rappelle, est une apologie de Drummond, sont le bas de l'échelle hiérarchique des Juifs. Le sommet, ce sont justement historiquement les séfarades, qui étaient bien au-dessus des Juifs de l'Est dits Ashkénazes, qui étaient au départ avant les Rothschild, des pauvres, et même après très souvent des pauvres. Et en fait, aujourd'hui, on a deux catégories. On dit séfarades pour Juifs d'Afrique du Nord et Ashkénazes pour Juifs de l'Est. Mais en réalité, c'est un peu simplificateur. Et on oublie aussi ce qu'on appelle les Juifs français traditionnels, qui sont les Juifs alsaciens et les Juifs du pape, qui eux sont des Juifs, on va dire, qui sont français depuis des siècles et des siècles. Hein, Alsace et Provence. Hein, voilà. Donc quand on parle de ces sujets très dangereux et très pointus, il faut être très précis. Hein, voilà. Alors après, on va revenir au décret Crémieux. Le décret Crémieux, c'est le décret qui porte le nom de la personne qui l'a fait voter. Alors je rappelle que ce Adolphe Crémieux, qui était président, je crois, de l'association israélite universelle, enfin regardez, sachez que je ne prépare pas cette émission, hein, donc je découvre les questions. Enfin, c'était un juif, membre d'association juive, qui, à la faveur de la défaite de 70 face aux Prussiens, a fait voter en douce, dans une période de chaos qui correspond d'ailleurs à la période de la Commune, en gros, une loi qui donnait sous condition, mais ça on pourrait en discuter, j'en ai déjà discuté avec Zemmour et il prétend qu'il finasse un peu, qui en fait proposait la nationalité française, soi-disant aux Juifs d'Algérie et aux musulmans d'Algérie, sous certaines conditions de renoncement, et que soi-disant les musulmans n'auraient pas accepté les renoncements qu'on leur demandait, et les Juifs algériens l'auraient accepté. Enfin, quoi qu'il en soit, en 1871, des gens que Bernanos présente comme les Arabes des Arabes, c'est-à-dire les Juifs algériens, qui sont souvent d'ailleurs des Berbères convertis au judaïsme, hein, qui n'ont rien à voir avec la Palestine et rien à voir non plus avec les Khazars, se sont retrouvés par ce décret Crémieux, avoir la nationalité française, alors qu'ils étaient considérés très très mal en Algérie. Ça a provoqué un tollé chez les musulmans et d'ailleurs chez les pieds noirs, puisque on remarque immédiatement après le décret Crémieux, je crois que c'est Drummond qui se fait élire député d'Alger comme candidat antisémite. Il faut savoir qu'à l'époque, à la fin du 19e siècle, il y avait des gens qui se présentaient aux élections locales, en France y compris, comme candidats antisémites. Donc il y avait vraiment un sentiment d'une montée en puissance de la communauté juive à l'époque. C'est présent d'ailleurs dans tous les romans vous lisez les frères Goncourt ou Balzac, hein, vous voyez très bien que à l'époque ça pose aucun problème. On voit qu'il y a une montée en puissance de la communauté juive dans la France, qui a cessé définitivement d'être monarchiste, et donc cette montée en puissance se fait à la faveur de la République, entre guillemets, hein, République maçonnique, pour ceux qui ont enfin compris tout ça. Et donc le grand scandale, on dit d'ailleurs que ce décret Crémieux est l'origine, on va dire, du FLN d'une certaine manière, c'est-à-dire de la très grande colère qu'ont eu les musulmans algériens majoritaires, qui en plus, sous le nom de Turcos, s'étaient engagés aux côtés de l'armée française dans la guerre de 70, alors que
les Juifs, d'après Bernanos, ne s'étaient pas vraiment mobilisés, et avaient plutôt d'ailleurs joué la défaite française et la victoire de la Prusse. La preuve, c'est que c'est sur cette défaite qu'est passé le décret Crémieux, en réalité. Et donc, ça a provoqué une scission irréparable entre la France, on va dire la France coloniale en Algérie, et les Algériens musulmans qui se sont sentis humiliés profondément, qu'on donne la nationalité française à leur minorité juive qui était sous leur domination du temps de la régence d'Alger, et qu'on ne leur donne pas à eux. Voilà. Donc c'est le début, je dirais, de ce qui donnera à un moment donné le FLN, ce sentiment d'injustice. Et d'ailleurs, je rappelle que sous Pétain a abrogé le décret Crémieux. C'est pour ça que je m'étais engueulé avec certains abrutis d'origine algérienne qui me crachaient Pétain à la gueule, et j'avais répondu: qu'est-ce que vous avez reproché à Pétain? Parce que lui, il a abrogé le décret Crémieux, donc il a remis les Juifs, entre guillemets, à leur place en Algérie. Et d'ailleurs, c'est De Gaulle, qui a l'administration gaulliste, immédiatement après-guerre, qui a rétabli le décret Crémieux, qui redonnait la nationalité pleine et entière aux Juifs d'Algérie, alors que les Algériens musulmans étaient soumis au statut de ce qu'on appelle l'indigénat. Je fais remarquer aussi sur ce sujet que le jour où j'ai parlé de ça avec Ouria Boutelja, qu'elle ne connaissait pas bien le sujet visiblement, je pense que Stora ne lui avait pas trop raconté tout ça, et qu'elle s'est mise à en parler, à partir de la date où elle a parlé du contentieux qu'il y avait entre les Juifs d'Afrique du Nord, qui d'ailleurs contrôlent l'antiracisme en France depuis SOS Racisme, ça donne, comment il s'appelle, Julien Drey, etc. Depuis qu'elle en a parlé et qu'elle a parlé de ce contentieux historique entre les Français d'origine maghrébine, ce que représente le pire et ce que représentent les immigrés nord-africains en France, et ceux d'ailleurs qui en avaient la gestion et le contrôle, qui sont justement ces Juifs algériens, tels que Julien Drey, depuis qu'elle a parlé de ce contentieux entre eux, elle a cessé d'être invitée et elle a été non plus promue contre le Front National, mais également marginalisée. Donc vous voyez, c'est intéressant de comprendre le décret Crémieux comme la lente montée en puissance des Juifs en tant que communauté dans la France républicaine, c'est-à-dire dans la France qui a liquidé ses élites monarchiques, donc aristocratiques, et ses élites catholiques, et que, en fait, si on prend du recul et qu'on analyse avec la longue histoire, on voit que finalement, ces élites, on va dire, aristocratico-catholiques, ont progressivement été remplacées à la faveur de la République par ces élites juives qui, aujourd'hui, règnent sur la France à travers Attali, à travers Julien Drey, à travers le CRIF, bien évidemment. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça devient très, très, très visible. Voilà. Donc, le décret Crémieux, c'est symbolique de la façon dont la communauté va organiser. C'est toujours tirer parti des moments de l'histoire pour pousser son pion dans le sens de la domination, souvent d'ailleurs en retournant sa veste, en changeant son positionnement à 180 degrés, comme elle le fait en ce moment, où elle a joué pendant des années la carte de l'immigré Chance pour la France, qui était un maghrébin musulman, contre le français de souche représenté par Le Pen, pour aujourd'hui, avec Zemmour, inverser ses alliances à 180 degrés et déclarer l'ex-musulman Chance pour la France, aujourd'hui dangereux, islamiste, terroriste potentiel, et tendre la main à ce qu'on appelle les nationaux-sionistes, en leur faisant croire que s'ils participent à la ratonnade, qui d'ailleurs les démange, vu comme ils ont été humiliés par l'immigrationnisme et la manière dont ces mêmes élites françaises ont donné la parole aux rappeurs pour qu'ils insultent le peuple français et les patriotes pendant des années. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une tentation nationale-sioniste à laquelle il est très difficile de résister, puisque justement, nos maîtres, après avoir donné la parole pendant des décennies à des rappeurs d'origine immigrée pour qu'ils nous insultent, aujourd'hui, nous prétendent qu'on aurait enfin le droit de répondre. Vous voyez, mais ça nous explique comment la communauté organisée est toujours dans des stratégies triangulaires et que sa vision est toujours la domination coûte que coûte, y compris par le diviser pour régner. Et souvent, on le constate, plus par la destruction que par la construction. En partant du décret Crémieux et en filant l'analyse comme je viens de le faire, on comprend beaucoup aujourd'hui le chaos dans lequel est la France aujourd'hui, avec le communautarisme victimaire généralisé, avec le communautarisme concurrentiel, avec toute cette idéologie des réparations dans lesquelles certains Algériens sont en train de tomber aujourd'hui, et qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire. Je rappelle que les réparations n'ont jamais été dans l'histoire avant Nuremberg, et que d'ailleurs,
Aujourd'hui, ceux qui touchent, c'est pas les Africains avec la traite négrière, c'est toujours les mêmes, et eux seuls. Hein, voilà, parce que c'est eux qui nous ont imposé cette idéologie de ce qu'on appelle la tyrannie de la minorité, la culpabilisation systématique des majorités, l'idée de la dette, quelle qu'elle soit d'ailleurs, éternellement due et irremboursable. Je crois qu'en ce moment, on est dans une période qui permet de comprendre tout ce que j'explique moi depuis des années, parce que je l'ai compris par des années de travail. Et le décret Crémieux s'inscrit dans cette logique, je dirais, de trahison, puisque c'était une trahison des Juifs d'Algérie par rapport à leurs compatriotes algériens musulmans, et de domination par la trahison et les renversements d'alliances. Et c'est d'ailleurs, tout ça est très bien expliqué dans le livre de Bernanos qui s'appelle La grande peur des bien-pensants, qui est une apologie de Drummond, et d'ailleurs qui est préfacé par Elie Wiesel dans les éditions de Poche, ce qui est assez drôle, avec une phrase, dès le début de la préface, marquée « Bernanos nous a rejoints ». Ça me rappelle un peu la phrase « Notre justice à nous va passer ». Je ne suis pas sûr que Bernanos les ait rejoints que ça. Je pense qu'il a un peu comme Céline, été obligé de faire un peu gaffe après-guerre, de faire taire un peu ses arrière-pensées. Voilà. Donc, tapez sur Internet décret Crémieux et par contre, je vous mets en garde, à chaque fois que je vais sur Wikipédia lire des articles qui touchent à la communauté, notamment sur l'usure, je vois que tout est censuré et triché. Prenez par exemple le sujet que, soi-disant, la religion juive était contre l'usure, ce qui est un mensonge absolu. Je veux dire, c'est marqué noir sur blanc sur Wikipédia. Et donc, c'est très difficile, quand on fait des recherches sur la question, d'accéder à des informations, je dirais, honnêtes, car il y a une censure communautaire qui est proportionnelle au pouvoir communautaire, qui s'exerce de manière implacable, y compris sur les écrits religieux, les écrits. On se rappelle d'ailleurs de la polémique sur qui a organisé, financé et touché sur la traite des esclaves. On voit très bien la polémique aux États-Unis, par exemple avec Farrakhan, etc. Il est très difficile d'accéder à la vérité sur tous ces sujets. Je dirais que la communauté organisée a aussi la haute main sur l'histoire officielle et fait un travail je dirais, comme qu'on appelle dans l'espionnage, de nettoyage systématique pour ne jamais pouvoir être désigné comme le méchant de l'histoire. Hein, voilà, c'est toujours le gentil et la victime. En réalité, quand on travaille, on se rend compte que c'est pas qu'on aille vers la finance, vers l'esclavage, vers le financement des guerres. On découvre pas mal de choses. Mais pour ça, il faut travailler. Et ça me fait penser d'ailleurs, autre digression, récemment sur France Culture, il y a un sociologue qui est allé de sa petite contribution pour nous expliquer que M. Brunet, en réalité M. Brunet s'appelle Ben Chemoul et que M. Epstein soit juif, était sans intérêt pour expliquer globalement l'affaire Epstein. Quand on en arrive à ce niveau de malhonnêteté, c'est que ça commence à sentir un peu le roussi. Voilà. Donc la suite au prochain épisode. Bonjour Monsieur Soral, merci pour le travail de réinformation que vous avez fait depuis tant d'années. Je voulais vous poser une question. Que pensez-vous de Monsieur Rémi Daillé-Widman qui lance actuellement un coup d'État et donc c'est une personne qui a la foi catholique, qui a des valeurs traditionnelles de la famille, etc. Et d'après ce que j'ai vu sur lui, il est totalement sincère. Donc ça fait des années qu'il critique énormément le système, ce genre de choses. Donc je voulais savoir votre avis et si vous allez le relayer. Et voilà, parce qu'il fédère pas mal de monde, il arrive à organiser, les Gilets jaunes l'ont rejoint. Et donc voilà, je voulais savoir si vous alliez le promouvoir aussi sur votre site pour le faire plus connaître et pour que le coup d'État puisse avoir lieu. Merci, bonne journée, au revoir. Là, je vais être obligé d'être un peu méchant. Il faut être particulièrement naïf, voire stupide, pour me poser cette question. Vous pensez bien que quand on prépare un coup d'État, on ne poste pas des vidéos sur YouTube. Pour ça, il faut être en contact avec la haute hiérarchie des corps constitués, hein, police, armée et autres. Et ce monsieur est bien gentil, ce qu'il dit, je pourrais l'écrire aussi, mais c'est un naïf et un mythomane, un peu comme l'était d'ailleurs monsieur Fiori, qui vient de se faire arrêter d'ailleurs. Mais alors, si vous réfléchissez bien, quand vous faites ce genre de vidéos sur YouTube, la police qui les laisse, parce que normalement, le mec devrait se faire arrêter, comme j'ai été arrêté moi pour atteinte à la sûreté de l'État, et son compte YouTube supprimé, comme mon compte a été supprimé. Donc, si on le laisse faire, là, je vais vous donner une petite leçon d'intelligence politique, parce que c'est un peu grave comme question, là, c'est pour que les gens comme vous, la police puisse en faire la liste. Hein, c'est-à-dire que tous ceux qui vont voir, qui répondent, qui essayent d'agréger avec ce monsieur, ça permet à la police d'État de vous lister. Hein, et puis à un moment donné, vous êtes sur la liste des gens qui aimeraient qu'il y ait une révolution, qui pourraient bouger, donc vous êtes déjà cuit. Voilà, hein. Donc si la révolution a lieu un jour, elle ne passera pas par
mythomane qui fait des vidéos sympathiques sur YouTube alors qu'il n'a en réalité aucun moyen de faire ce coup d'État. Il faudrait lire Malaparte pour ce que c'est que l'organisation d'un coup d'État, et je vous garantis que le jour où il y aura un coup d'État, ça ne se passera pas, à mon avis, par des vidéos sur YouTube. Hein. Voilà, donc je pense que ce monsieur, on le laisse faire parce que, un, il n'est pas dangereux, deux, il permet de faire la liste des gens qui sont sensibles à son discours. Donc, à son insu, il travaille pour la police, hein, et pour la police d'État. Et il faudrait peut-être que vous vous réveilliez un peu et de comprendre que le monde réel n'est pas YouTube. Hein, voilà. Et que d'ailleurs, quand on est réellement un résistant authentique, comme je le suis moi, malgré même mes faibles moyens, comme l'avait fait remarquer notre ami belge là, eh ben, on a déjà des gros problèmes. Rissen aujourd'hui est en prison. Hein. L'autre Guignol là dont vous me parlez, lui il n'est pas en prison, il n'est pas arrêté, et même s'il est arrêté à un moment donné, tout ce qu'il risque c'est une petite psychiatrisation, quoi. Voilà. Hein. Alors après, ce qu'il faut faire aussi, c'est des recherches sur le monsieur. Moi j'ai fait des recherches sur ce monsieur. J'ai vu que son père était un ancien élu, que lui-même avait été un ancien élu du MoDem, hein, que lui-même avait eu avait un petit parcours effectivement politique local. Il paraît même qu'il serait le cousin d'Edoui Plenel. Ça, moi, je rentre pas dans le complotisme en pensant que c'est un agent, hein, mais je pense que c'est un doux rêveur et un doux dingue, et que ce genre de personne est dangereuse. Voilà, parce que c'est le genre de type. Rappelez-vous Fiori, hein, à cause de lui, il y a un gradé de la gendarmerie qui s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Et Fiori disait qu'il suffisait d'arriver avec un paplard à l'Élysée pour démontrer que le président n'était pas le président pour des raisons d'argutie juridique, et puis qu'il allait gentiment nous rendre les clés de l'Élysée. Ça ne s'est jamais passé, et il faut arrêter avec ce genre de guignolade. La politique, c'est sérieux, c'est dangereux, et ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, je vous dis que vous puissiez me poser cette question, ben, ça me permet d'y répondre, c'est très bien, mais me prouve que vous ne comprenez rien à la politique sérieuse. Hein. Voilà, la politique sérieuse, c'est pas d'appeler à la révolution dans une vidéo YouTube et de se donner rendez-vous quelque part. Ça me rappelle un peu le pop Gapone, le rôle du pop Gapone en 1905, quand il y a eu la première tentative d'insurrection en Russie. Hein, ça a donné quand même des centaines de travailleurs avec leurs femmes et leurs gosses même qui se sont fait mitrailler devant les murs du Kremlin en 1905. Voilà. Donc voilà, votre question me permet de bien aider à faire la différence entre le sérieux politique et puis les youtubeurs, quoi. On est toujours dans cette question, hein, où est le sérieux, où est le frivole, où est le spectacle. Et voilà, il y a le spectacle et le frivole, et ben, il y a ce monsieur, il y a Vincent Lapierre, il y en a d'autres comme ça, Salim Laibi, je vois qu'on laisse continuer à exister. Et puis il y a ceux qui sont dans le sérieux, comme moi, comme Rissen, ou d'autres, qui sont obligés de s'expatrier ou qui finissent en prison et qui sont persécutés par des procès à répétition, des condamnations, des agressions, des tentatives d'agression, des diabolisations violentes. Et c'est à ce genre de critères sérieux et objectifs qu'on peut juger de l'action politique de quelqu'un. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez clair et que ça en éclairera d'autres, parce que ça, effectivement, sinon, ça peut être dangereux. Oui, bonjour, Monsieur Soral. J'aimerais avoir votre avis sur la guerre du Haut-Karabakh qui a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, je vous remercie. Écoutez, là, je vais vous décevoir, mais j'ai beau étudier le dossier, j'ai pas d'avis. C'est compliqué parce qu'il y a de l'américain, il y a du turc, il y a de l'israélien. Franchement, c'est un sujet très, très compliqué. J'ai pas de position sur la question. Voilà. D'ailleurs, tout ce qui touche à Erdogan et à la Turquie, je suis très circonspect. Je pense que c'est compliqué. Voilà, c'est la Turquie d'Erdogan joue sa carte, qui est très spécifique, qui est en fait ni Amérique ni Russie, ou Amérique et Russie. Et c'est à travers, comment dirais-je, le prisme turc qu'on peut comprendre. Et ce prisme turc n'est pas du tout le prisme français, quoi. Donc je vais le dire, je n'ai pas d'avis sur la question. Voilà. Hein, et en plus, je ne suis pas spécialiste. Et c'est parfois, il faut avoir, je dirais, l'honnêteté de ne pas avoir d'avis tranché sur certains sujets. Hein, c'est pas, là, je ne peux pas répondre par oui, non, gentil, méchant. Voilà. Donc, désolé pour cette réponse, mais pour une fois, je n'ai pas d'avis sur la question. Bonjour Monsieur Alain Soral, on a vu beaucoup de rappeurs qui se sont prononcés pour l'élection de Joe Biden dans les élections américaines. Ma question est, qu'est-ce que vous pensez du rôle des artistes, souvent de gauche, dans la politique? Merci pour votre combat. Alors déjà, il y a deux questions. Il y a la question que les rappeurs américains auraient globalement appelé à voter pour Biden. C'est peut-être vrai pour la majorité, mais on a vu que certains rappeurs, souvent d'ailleurs les
les plus intelligents, les plus militants, les plus cohérents, eux ont appelé à voter Trump. Hein, donc, c'est pas si vrai que ça. Après, la deuxième question, c'est les artistes. Alors, vous me dites artistes de gauche. Un artiste qui est relayé par les médias, c'est-à-dire par la société du spectacle, hein, le pouvoir, est forcément un animateur, c'est ce que disait Kluskar, un animateur du procès de consommation, pour employer un terme marxiste. C'est-à-dire quelqu'un qui vend de l'idéologie dominante, et d'ailleurs sa place, qui est une place agréable, d'élite, est conditionnée par son adhésion à l'idéologie dominante. L'exemple parfait, c'est Dieudonné. Tant qu'il était antiraciste et anti-Front National, eh ben, il était le comique préféré des Français et il avait tous les éloges. Le jour où il s'est émancipé, hein, comme un esclave qui coupe ses chaînes et qui s'est mis à penser par lui-même de façon plus complexe et finalement plus radicale, il a cessé d'être officiellement un comique. Il a cessé d'être drôle, c'est-à-dire qu'on a décrété qu'il n'était plus drôle, vous voyez. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est la société du spectacle, hein, qui était quand même quelque chose sur lequel il a été écrit des choses intelligentes, donne beaucoup la parole, entre guillemets, aux artistes. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle artiste? Est-ce qu'un chanteur, comment dirais-je, quelqu'un qui est dans le musical, parce qu'en fait, est-ce que c'est de l'art? Déjà, c'est une bonne question. Déjà, les gens qui se prétendent artistes, pour moi, artiste, c'est Michel-Ange, hein, c'est Chopin. Beaucoup de gens qui ont l'étiquette artiste, pour moi, n'en sont pas. Ce sont des animateurs, comme je le dis, des gens du music hall. Et effectivement, ils sont là. La condition pour être promu par Drucker, on va dire, pour simplifier, c'est de nous vendre l'idéologie dominante qui est effectivement de gauche. Pour l'instant, elle est toujours de gauche, hein, métissage, antiracisme, mondialisme, féminisme, LGBTisme, etc., etc. Donc, c'est tout ça, voilà, il faut faire une analyse globale. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser d'une société qui demande son avis politique à Pierre Arditi, par exemple? Ce qui est une chose, avant, on demandait à Raymond Aron ou à Jean-Paul Sartre, encore dans les années 50, 60, ou à des écrivains comme Julien Gracq, vous voyez. Et puis, à un moment donné, à partir des années 60, hein, de la société de consommation, de la société du spectacle, de plus en plus, on demande leurs avis aux artistes. Et puis surtout, on voit que des politiques, pour se crédibiliser, se mettent à se montrer avec des chanteurs à la télé. On se rappelle Jospin chantant, je crois, Les Feuilles Mortes, ou Giscard y allant de son petit numéro d'accordéon avec, je ne sais pas si c'était Yvette Horner à l'époque. Voilà, donc on voit bien que ça correspond quand même à un effondrement de l'intelligence critique, hein, cette montée au pinacle des artistes. Et on joue sur une confusion d'ailleurs, c'est qu'un artiste, par exemple, quand c'est un acteur, joue le rôle souvent d'un individualiste viril au cinéma, alors qu'en fait, dans la réalité, comme j'ai souvent dit, il est quelqu'un qui attend qu'on le prenne. C'est-à-dire, on lui fait lire des textes écrits par d'autres, et si on lui fait lire des textes écrits par d'autres, c'est que lui-même n'a pas grand-chose à dire, et qu'en général, c'est une enveloppe vide. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui est capable d'incarner à peu près tous les rôles. Ça veut dire que lui-même a une personnalité assez faible, assez malléable. D'ailleurs, d'un point de vue de l'analyse générale, c'est ça qu'il faut dire. Donc, la conclusion, c'est qu'un artiste aujourd'hui est forcément de gauche, sinon vous n'en entendez pas parler. Il se fait sortir du jeu et se fait virer. S'il est de droite au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire contre l'idéologie dominante ou critique de l'idéologie dominante. Et en général, donc un artiste est de gauche. En général, c'est un type qui ne pense pas par lui-même et qui est soumis. On l'a bien vu avec la réaction des artistes avec les Gilets jaunes, ou même la réaction des artistes par rapport à l'attentat, à la dictature Covid. On voit bien que les types causent monter au créneau, comme des types comme Bigard, parce qu'ils sont un peu en fin de course et qu'ils ont déjà été marginalisés. Et puis surtout d'ailleurs que voilà, ils sont pas au sommet de l'affiche. J'ai pas moi entendu Patrick Bruel nous commenter de façon critique l'opération Covid, vous voyez, par exemple. Donc, on a tous les moyens de comprendre tout ça. Société du spectacle, donner la parole à des animateurs malléables qui sont souvent des imbéciles, des narcissiques et qui n'ont pas de formation critique, de formation intellectuelle sérieuse. En général, ils se revendiquent toujours de la rebellitude. C'est ça qui est assez drôle. C'est les plus soumis et les plus dans la normalité. Mais en général, quand on les interroge, ils se présentent toujours comme des types qui ont été un peu rebelles. En général, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'études, qu'ils ont un QI assez bas et qu'ils n'ont pas lu beaucoup de livres. Et tout ça, effectivement, nous a été vendu par l'Amérique au départ par, c'est simple, c'est La Fureur de vivre de James Dean, et puis avant, je crois, L'équipé sauvage, c'est-à-dire le rebelle sans cause, au service de la nouvelle idéologie du spectacle, de la consommation, en s'appuyant sur l'idéologie jeune, c'est-à-dire celui qui n'a rien compris, à qui on donne la parole, le jeune, l'ado,
arrogant et un peu con. Voilà, donc on sait comment tout ça a été construit à la fin des années 50 aux États-Unis, comment ça a été transmis en France par les yéyés, et d'ailleurs Monsieur Philippe Aki, on voit toujours les mêmes à la manœuvre, qui d'ailleurs lui-même n'en consommait pas de la merde yéyé, mais écoutait du jazz de qualité. Vous voyez, quand vous essayez d'avoir une vision synthétique avec le recul, vous pouvez coordonner à peu près tout, quoi. Et bon, je pense que c'est le travail que je fais moi, parce que tout le monde n'a pas le temps, les moyens de le faire. Donc voilà, l'artiste qui donne son avis sur la politique est l'exemple même de l'escroquerie qui est devenue, on va dire, la démocratie de marché et d'opinion, pour terminer là-dessus. Voilà. Et en général, c'est pas chez les artistes qu'il faut aller chercher quoi penser. Et en revanche, quand je vois moi un rappeur américain appelé à voter Trump, j'ai un certain respect. Je crois d'ailleurs que Mike Tyson aussi l'avait plus ou moins fait. Je me dis, en voilà un qui a réussi à s'émanciper, qui est sorti de la cage, qui a rompu ses chaînes. Et puis le plus bel exemple en France, effectivement, c'est Dieudonné. Bonsoir, Monsieur Soral. Ma question est la suivante. Vous parliez dans la 22e journée du Grand Reset. Ma question, c'était sur Joe Biden. Admettons qu'il gagne les élections, ou que les médias veulent nous le faire croire, je parle des médias américains, et qu'il soit donc investi de ce statut. Pour moi, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir sécession de tout le peuple du Middle West américain, c'est-à-dire du peuple qui n'habite pas, en gros, pour résumer, en ville. C'est-à-dire que Grand Reset, en fait, pourrait être l'avènement, en fait, de la Chine. Moi, c'est comme ça que je vois le futur. Qu'en pensez-vous? Voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre travail et pour votre courage. En fait, là, il n'y a qu'une seule question, c'est à la fin sur la Chine, parce que le reste, c'est pas une question, c'est une démonstration que tous les dissidents sérieux partagent à peu près, à savoir aujourd'hui que le nouvel ordre mondial s'appuie à la fois sur le Covid et pour faire le grand reset, et qu'aux États-Unis, le candidat du grand reset, c'était Biden, et le résistant, c'était Trump. Et on voit bien que le pouvoir profond essaye en ce moment, à l'heure où je parle, c'est encore pas définitivement acquis, de voler les élections que Trump avait gagnées pour les donner à Biden, qui n'est rien du tout, qui est le type qu'on a envoyé au charbon, mais pour que le nouvel ordre mondial puisse continuer sa marche en avant. Et effectivement, le nouvel ordre mondial ne peut pas continuer sa marche en avant si les États-Unis lui échappent. C'est l'enjeu actuel et c'est pour ça que c'est ultra violent. Et comme effectivement la majorité des Américains ont voté Trump parce qu'ils y avaient intérêt, si Biden est imposé comme président par un vol manifeste et massif de l'élection, les États-Unis vont évidemment vers une sécession, oui, bien sûr, faire une sorte de nouvelle guerre de sécession, enfin une partition. Tous les analystes sérieux le disent à peu près tous aujourd'hui. Mais alors après, là-dessus, on est d'accord. De toute façon, que Trump arrive à reprendre la main ou que les élections lui soient définitivement volées, l'Amérique va se couper en deux. Et c'est un peu ce que, symboliquement, on dirait la revanche du Sud sur le Nord. Pour ceux qui ont une culture des enjeux déjà à l'époque de la guerre de sécession. Et alors, la seule question qu'il y avait, c'est sur la Chine. Moi, je crois qu'il faut arrêter de penser que la Chine cherche à dominer le monde. Je pense que la Chine, c'est l'empire du milieu, ce qui veut bien dire, c'est-à-dire que c'est un empire qui se considère comme le centre du monde et dont la stratégie a toujours été la muraille, c'est-à-dire de se protéger des influences extérieures et même d'éviter de trop se porter à l'extérieur. Elle n'en a pas besoin. Quand on a 1,7 milliard d'habitants et qu'on est au centre du monde comme ils le sont, on n'a pas besoin on n'a pas de problème d'espace vital et de nécessité de conquête comme l'avait la Prusse quand elle est devenue l'Allemagne, et qu'elle est devenue cette superpuissance européenne qui n'avait pas l'espace qui correspondait à sa puissance. Tous les problèmes de l'Allemagne viennent de là. Voilà. La Chine, c'est l'inverse. Ils ont aujourd'hui la technologie, la production, le marché intérieur avec la montée de leur classe moyenne. Et en fait, et ils n'ont pas le problème de l'individualisme et de l'arrogance du cogito descartrien et des droits de l'homme, puisque de toute façon, le Chinois, lui, ne voit pas de problème dans la gestion un peu sécuritaire, autoritaire et collective qui est aujourd'hui insufflée par Xi Jinping. Pour eux, ça correspond à leur vision du monde. Il faut comprendre que l'individualisme autocritique, là, est une spécialité, on va dire, occidentale et même française. C'est le « je pense, donc je suis ». Cette culture du je n'est pas asiatique.
Voilà. Donc les Chinois, je pense qu'il faut se rappeler de l'histoire de la Chine. Ils ont subi une occupation et une humiliation profonde des puissances européennes, d'abord l'Angleterre, puis l'Angleterre avec la France et les États-Unis, et qui s'est appelé d'ailleurs la colonisation de la Chine, et qui c'est aussi l'épisode très douloureux de la guerre de l'opium. C'est-à-dire que les Chinois ont été asservis et leur empire a été partiellement détruit et humilié par l'Occident capitaliste incarné à l'époque par l'Angleterre. Revoyez pour ça le film Les 55 jours de Pékin, parce que justement la Chine impériale à l'époque refusait de s'ouvrir au marché mondial. C'est parce qu'ils voulaient rester entre eux. Et aujourd'hui, la Chine a les moyens d'imposer sa loi au monde, mais ce n'est pas pour, à mon avis, devenir impérialiste au sens où nous l'entendons, mais c'est pour pouvoir redevenir chinois, c'est-à-dire, on voit bien que Xi Jinping aujourd'hui s'appuie sur l'idéologie confucéenne et néo-confucéenne, c'est-à-dire les valeurs traditionnelles chinoises. Et donc, penser que la Chine joue aujourd'hui la candidature de Biden contre Trump, c'est totalement logique, puisque Biden représente les élites américaines corrompues qui, pour leur profit individuel, sont prêts à sacrifier la grandeur de l'Amérique. Donc, objectivement, la Chine, pour des raisons de commerce essentiellement, a intérêt à la victoire de Biden sur Trump, qui lui veut redonner son prestige à l'Amérique, et notamment par sa réindustrialisation, sa relocalisation, etc. Mais que la Chine joue le candidat Biden contre le candidat Trump ne veut pas dire nécessairement que comment dirais-je, la Chine veut s'imposer à l'Amérique, comme que la Chine aurait remplacé, je dirais, l'URSS de l'époque de la guerre froide. L'URSS, il y avait derrière une idéologie mondialiste qui se battait à mort. C'était communisme contre libéralisme. C'était deux systèmes mondialistes hégémoniques en lutte. Il y en a un qui a triomphé de l'autre. Alors que l'idéologie chinoise, si on va la chercher, on peut la trouver dans le néo-confucianisme, n'est pas une idéologie, comment dirais-je, de conquête du monde. C'est une idéologie, je vous dis qu'il faut qu'on trouve entièrement dans deux concepts, c'est la muraille et la notion d'empire du milieu. Et on sait que les Chinois, bien avant Christophe Colomb, avaient techniquement les moyens de construire des grands bateaux qui leur auraient permis, comment dirais-je, de la conquête et même de se projeter par les mers loin de leur espace naturel, et qu'ils y ont renoncé par sagesse politique, parce qu'ils se méfiaient effectivement de la corruption et de comment dirais-je, du métissage que ça pouvait représenter. Par exemple, je vais prendre un exemple très, très clair. Dans le nouvel ordre mondial aujourd'hui, qui essaye de continuer sa marche forcée par le grand reset, il y a la notion de big tech, avec la 5G, qui demande d'ailleurs le nanopuçage du faux vaccin. Et souvent, on prend comme exemple les Chinois. C'est vrai que les Chinois le font, mais ils le font pour eux-mêmes. Mais si vous regardez la technologie que nous employons, nous, déjà, pour asservir les peuples occidentaux, cette technologie, ce big tech, est entièrement israélien. Voilà. Donc, ne nous trompons pas d'ennemis. Les Chinois ne sont pas nos amis, mais revoyez le film de Jean-Yann, Les Chinois à Paris, qui était assez intelligent d'ailleurs. Les Chinois ont vocation à avoir le contrôle de leur univers naturel, c'est-à-dire la mer de Chine. Bon, ça peut comprendre d'ailleurs à un moment donné le Japon, c'est-à-dire le monde asiatique. Mais en fait, leur idéologie traditionnelle néo-confucéenne les met en garde contre le fait de vouloir justement conquérir le monde à la façon dont nous le concevons, avec notre universalisme à nous, qui est d'ailleurs l'universalisme sans doute déjà du christianisme au départ, puis après l'universalisme du monde technicien. Les Chinois d'ailleurs ne sont pas des universaux, entre guillemets, mais déjà pour des questions raciales, je veux dire, un asiatique est difficilement confondable avec un occidental. Voilà, c'est un autre monde. Voilà. Donc, c'est comme ça, je pense qu'il faut analyser la question. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'analyse un peu comme ça, une situation qui est Charles Gave, qui ne dit pas que des conneries, qui même d'ailleurs est assez performant, bien qu'il soit profondément illibéral, ce qui n'est pas mon cas, mais il dit la même chose. Les Chinois veulent se donner les moyens qu'on ne les emmerde pas et d'être une grande puissance qui règne sur son propre monde. Mais ils savent le danger de vouloir régner sur les autres parce que c'est réversible. Voilà. D'où nous viennent tous nos problèmes aujourd'hui, comment dirais-je, d'immigration en France, parce qu'on s'est projeté par le colonialisme. Je veux dire, voilà, les Chinois savent ça. Et leur déploiement économique, notamment par exemple en Afrique, ne se traduit pas par des tentatives de conversion, par exemple. Vous voyez,
c'est purement du business. Hein. Et ça, c'est comprendre l'esprit chinois, comprendre Xi Jinping, comprendre l'évolution de la Chine, ce que la Chine a subi, c'est-à-dire la destruction de son empire traditionnel par la colonisation anglaise et occidentale, le sursaut nationaliste, la victoire de Mao sur Chiang Kai-shek, la parenthèse absolument nécessaire du communisme pour pratiquer ce qu'on appelle le décollage. Hein. Ça aussi, il faut avoir une vraie culture pour comprendre qu'il n'y aurait pas la Chine d'aujourd'hui sans Mao. Hein. C'est ce qu'on appelle la pensée dialectique et penser l'économie dialectiquement. Et après la parenthèse, on va dire, communiste et la dérive libérale, la reprise en main, grâce au Parti communiste chinois, qui n'a rien de communiste, mais qui est au moins un nationalisme d'État avec une vision stratégique à long terme, le nouvel empereur Xi Jinping et la présidence à vie de Xi Jinping et les discours de Xi Jinping sur le retour à la pensée spécifiquement chinoise, renouer avec la beauté, et l'importance aujourd'hui de l'idéologie néo-confucianiste, l'importance aujourd'hui de la structure du Parti communiste chinois pour maintenir une vision stratégique d'État à long terme, ce qui n'existe plus aux États-Unis et ce qu'essaye sans doute de refaire Trump, et c'est pour ça qu'on en empêche, et donc la position ambivalente de la Chine par rapport au nouvel ordre mondial. Hein. La Chine est la première puissance du monde peut-être aujourd'hui, mais elle n'a pas vocation à convertir le reste du monde. Hein. Voilà. Tout ça est un peu dans mon prochain livre. Hein. Voilà. Bonjour Monsieur Soral. Si vous pouvez nous donner votre analyse sur la démission du syndicaliste Alexandre Langlois de la police nationale, en sachant qu'il avait pris position en faveur des Gilets jaunes en dénonçant les violences policières, et qu'en même temps, il avait voulu marquer le coup par sa démission suite au passage à tabac de Michel Zecler. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre réponse et pour votre engagement. Cette question, moi je ne connais pas ce monsieur et je respecte effectivement ses positions, mais ça rejoint un sujet que j'ai abordé déjà il y a très longtemps quand j'étais encore invité à la télé, sur la question de la révolution et des corps constitués. La révolution, c'est-à-dire le vrai changement. C'est-à-dire que pourquoi le pouvoir macronien tient encore aujourd'hui ? Parce qu'il a la police avec lui. Je ne parlerai même pas de l'armée, on va dire les forces de l'ordre, mais la police, c'est très visible quand on voit la répression des Gilets jaunes et même la manière dont la police nous oblige à obéir aux injonctions du Covid et toutes les conneries du masque, etc. Donc, quand un policier dit qu'il refuse de taper sur la foule et qu'il se désolidarise des donneurs d'ordre qui est le pouvoir politique, c'est intéressant parce qu'il faut espérer que ça se répande dans les corps constitués, parce que le jour où la police, l'armée, la gendarmerie refusent d'appliquer les ordres, le roi est nu, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une petite poignée, on va dire, de dirigeants français qui sont des avortons lâches et illégitimes. Et je veux dire que le jour où la police refuse de tirer sur la foule et que la police fraternise avec la foule, c'est la veille du massacre de nos élites illégitimes. Hein. Il faut analyser ce monsieur comme, en dehors de sa personne comme un signe. C'est un signe positif. Et je vous dis, le grand signe à observer, pour savoir si la révolution peut arriver un jour, parce que moi je la souhaite, c'est pas d'écouter les vidéos d'un mythomane sur YouTube, c'est de voir effectivement si des cadres de la police de plus en plus nombreux, de plus en plus représentatifs, basculent du côté, je dirais, du peuple et des intérêts du peuple. Et le jour où ça devient vraiment significatif, la révolution est jouable. Hein. Alors, il y a sans doute des tractations en douce. On voit bien que la contre-attaque du pouvoir, c'est d'essayer de nous mettre dans la gueule l'espèce de bouffon qui est le général de Villiers. Hein. Voilà. Le pouvoir, il pense aussi de l'autre côté à nous sortir un super flic ou un militaire qui soi-disant incarnerait quelque chose par rapport au peuple, un peu du sarkozysme militaire, vous voyez, qui sera une énième arnaque du pouvoir pour se maintenir. Mais aujourd'hui, de toute façon, on en est là. On a un pouvoir totalement illégitime et à bout de souffle qui ne peut plus nous vendre la mondialisation heureuse ou la respectabilité des élites, qu'elles soient politiques, médiatiques, économiques, et qui se maintient par de plus en plus de violence et de dictature, même s'ils habillent cette violence et cette dictature de nécessité sanitaire, de problèmes de terrorisme islamique ou de réchauffement climatique anthropique, on a bien compris. Hein. On est quand même dans une période, là, je dirais, pré-révolutionnaire où ça sent la fin de régime, et c'est toujours les fins de régime les plus violentes et les plus dangereuses. Rappelez-vous ça. Hein. Rissen est en prison aujourd'hui. Moi, je suis obligé
entre guillemets, de ne plus être là où on peut me trouver, parce qu'effectivement, sinon je serais déjà en tôle. C'est la période, effectivement, rappelez-vous de la fin de l'URSS, c'est la période où les dissidents sont mis en hôpital psychiatrique. C'est les périodes de fin de règne, sont des périodes dangereuses, et il faut le voir, disons, il faut voir ce qui se passe en ce moment de ce point de vue-là comme quelque chose de positif. La violence qu'exerce Hirsch sur Péronne, puis on voit bien que c'est très marqué, c'est toujours les mêmes, qui tapent sur les mêmes. Et ça commence à se voir de plus en plus. C'est ça qui est bien, c'est que les périodes pré-révolutionnaires comme ça sont des périodes aussi des moments de vérité, des moments où les masques tombent, mais des moments dangereux. Voilà. Donc, pour revenir à ce policier, tant mieux, et j'espère que ce genre de personnages vont se multiplier, et j'espère que c'est annonciateur à un moment donné d'une bascule absolument nécessaire pour que le processus révolutionnaire, le processus de reconquête de la France par elle-même puisse enfin s'opérer. Ça passe, je vous le dis, pas par des vidéos YouTube de mythomanes, mais par réellement la bascule des corps constitués, voilà, des forces de l'ordre. Et vous savez bien pourquoi, effectivement, les gradés de la police, de l'armée, de la gendarmerie sont tous liés à la haute maçonnerie, parce qu'effectivement, le pouvoir aussi sait toutes ces choses, toutes ces vérités, toutes ces constances structurales qui traversent toute l'histoire et agissent aussi en ce sens. C'est pour ça qu'il faut avoir avant de faire le guignol sur Internet et de se faire ficher par Facebook ou d'autres, il faut avoir cette culture politique. C'est très important. Sinon, vous prenez des risques pour rien. Voilà. Et moi, je n'incite pas les gens à prendre des risques pour rien. J'incite les gens à comprendre profondément ce que c'est que la politique. Et la politique, c'est la lutte pour le pouvoir, essentiellement ça. Et puis, il y a des catégories. Il y a amis et ennemis. Il faut lire les grands auteurs à ce sujet, Carl Schmitt notamment. Et d'abord avoir cette vision claire et cette culture avant de commencer à bouger. Et quand vous avez cette vision claire et cette culture, vous bougez intelligemment. Et parfois, d'ailleurs, vous bougez assez peu et vous savez attendre. Une des grandes clés de la politique, c'est le sens du timing. Je veux dire, il y a des gens qui ont pris le pouvoir comme Lénine parce qu'ils ont bougé au bon moment. Il y a sans doute d'autres qui ont bougé 3 mois avant. Ils n'en avaient jamais entendu parler parce qu'ils se sont fait buter. Pareil pour Napoléon. Vous voyez, il faut savoir bouger au bon moment, savoir analyser, guetter les signes. Et c'est tout ça que j'essaye, moi, par égalité et réconciliation, d'insuffler. Voilà, parce que je crois que j'ai bien travaillé la question. Et comme je le dis, c'est l'exergue de mon prochain livre. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Donc, je vous fais profiter de tous les coups que j'ai pris dans la gueule pour que aussi vous ne les preniez pas vous-même, parce qu'on n'y survit pas toujours. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Soral. Donc voici ma question. Je ne comprends pas la sociologie du vote des Juifs américains lors de la dernière élection présidentielle. Donc à plus de 70 ou 80%, ils ont voté pour Biden. Voilà, je croyais que la base des Juifs était plutôt conservatrice dans ses mœurs et dans son vote, et que l'élite, elle, était progressiste. Et en fait, je me rends compte que c'est pas ça. Voilà, si vous voulez bien m'éclairer, je vous remercie. Oui, là, c'est pareil. Quand on cherche quel est le vote juif, la réponse, c'est que visiblement, il n'y en a pas qu'un. C'est comme dire qu'est-ce que pensent les musulmans, quel est le vote musulman, ou qu'est-ce que font les Chinois, ou c'est pas si simple. En fait, la réponse, elle est déjà dans la question. Il y a évidemment au moins 2 votes juifs aux États-Unis. Et le rapport est 70-30. Il y a le vote juif progressiste de gauche américain qui correspond à la majorité juive qui est en fait qui a été, je dirais, formé par l'école de Francfort, c'est-à-dire de juifs qui ont compris que pour prendre le contrôle d'un pays, il fallait lutter contre la personnalité autoritaire, il fallait lutter contre on va dire l'unité ethnique d'un pays et son unité religieuse, donc favoriser tout ce qui est dissident, que ce soit dissidence sexuelle, raciale, donc ce qui doit dire une apparence de générosité, c'est-à-dire être toujours du côté des minorités contre les majorités, et toujours du côté, on va dire, de l'avant-garde contre la tradition. Et ça, ça correspond effectivement à l'esprit de conquête, qui est l'esprit libéral, qui est le plus sournois et le plus dangereux d'un point de vue, je dirais, d'un identitaire nationaliste. Et c'est 70%, et ils sont derrière Biden. Alors, à l'inverse, Trump, lui, a surtout fédéré des juifs nationalistes et des juifs traditionnalistes, qui est assez intéressant. Ça donne d'ailleurs la sociologie d'Israël. C'est-à-dire que d'un côté, c'est des juifs qui sont nationalistes et qui, donc, étant nationalistes, peuvent
accepter le nationalisme des autres, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'on a le droit d'être nationaliste si on s'appuie sur le nationalisme israélien. C'est exactement le rôle que joue en France à Zemmour, de dire aux patriotes, vous avez le droit d'être patriote à condition de prendre comme modèle Israël et Netanyahou. Et malheureusement, ça donne le national-sionisme, et beaucoup de gens pensent qu'il faut passer par cette médiation obligatoire pour avoir le droit d'être à nouveau patriote, c'est-à-dire défendre Israël. Alors que moi, je dis, oui, effectivement, je suis patriote et Israël est le dernier modèle que je suivrai en tant que patriote. Un, j'en ai pas besoin, et deux, c'est un faux modèle. Voilà. Mais bon, pour répondre à la question, effectivement, aux États-Unis, il y a 70% de juifs libéraux qui sont pro-immigration, pro-LGBT, pro-gauchistes, et qui ont d'ailleurs le contrôle profond des campus américains et de toute la bêtise gauchiste américaine que d'ailleurs que Trump appelle les antifas, qui sont en fait des fas, et effectivement, dont les maîtres à penser ne sont pas d'ailleurs la French Theory. Les maîtres à penser, c'est Adorno, l'école de Francfort, Boas, tout ce qui est différentialisme culturel, lutte contre la personnalité autoritaire. Tout ça, c'est aussi dans mon prochain bouquin, vous allez pouvoir en profiter. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a les juifs pro-Trump qui pensent à Israël avant toute chose et qui respectent Trump comme nationaliste défendant effectivement Israël, mais c'est minoritaire. Voilà. Alors après, la question, c'est jusqu'où ces deux approches de la question juive s'engueulent-elles, jusqu'où le Netanyahou s'engueule-t-il avec le Soros. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que face aux tiers, c'est-à-dire aux goy, leur dispute s'arrête et ils trouvent toujours le moyen de s'entendre, sachant d'ailleurs qu'on soit mondialiste ou nationaliste, si on suit ces deux idéologies à la racine, elles convergent et elles culminent in fine toutes les deux à Jérusalem. Que ce soit le Jérusalem d'Atali, capitale du nouvel ordre mondial, ou le Jérusalem de Netanyahou, capitale du grand Israël. Voilà. Donc, toujours pareil, comme quand je parlais tout à l'heure du décret Crémieux, avoir une vision réaliste et fine quand même de la réalité juive, comme de la réalité musulmane, comme de la réalité communiste ou socialiste, comme de la réalité nationaliste. C'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on aimerait, parce que ça serait tellement mieux s'il y avait les bons, les méchants, d'ailleurs comme au sport, il y a deux équipes, l'OM, PSG, comme quand on joue aux dames, les blancs, les noirs, vous voyez. En réalité, tant qu'on est dans le binaire, oui, non, on ne comprend rien à la politique. Il faut accéder à une vision triangulaire et ternaire, et je rappelle que le triangle est le symbole maçonnique, et que l'étoile de David, ce sont deux triangles imbriqués. Voilà. Tant que vous ne penserez pas triangulaire, politiquement, vous ne penserez pas. Voilà, je finirai là-dessus. Bonjour Monsieur Soral, question simple. Y a-t-il des gens plus puissants que les Rothschild? Et si oui, qui sont-ils? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ça aussi, c'est une question qui est empreinte de naïveté et de simplisme. Vous voyez, les Rothschild, c'est un symbole. Il faut comprendre que les Rothschild, ça représente la puissance financière de la communauté juive qui, à un moment donné, comme dans le livre de Tousnel, les nouvelles féodalités financières, ont pris le pouvoir sur le monde occidental à travers la montée du capitalisme, en dominant le sommet qui est la question de la banque et de la finance. Donc les Rothschild, c'est à la fois une réalité, c'est-à-dire une famille, avec un père, 5 fils dans chaque capitale d'Europe d'abord, pour pouvoir effectivement dominer la politique par la banque. Et c'est aussi un système, c'est l'intelligence juive qui est déjà dans le Deutéronome, qui s'appelle la prise de pouvoir sur les nations par le prêt à intérêt. Et après, toute une ingénierie capitaliste et financière, ça vous pouvez lire Sombart pour voir que si, comme le dit Weber, c'est on va dire l'idéologie protestante qui a permis que le capitalisme se répande, toute son ingénierie profonde et juive, comme d'ailleurs s'en vante Attali dans un livre qui est copié sur Sombart et qui s'appelle, je crois, Le monde des Juifs et l'argent. Donc, il n'y a même pas polémique sur ce sujet. Et donc, les Rothschild est à la fois une réalité, mais une réalité topique, une famille de banquiers, et puis aussi un symbole, c'est-à-dire la puissance financière juive sur le monde capitaliste occidental. Mais après, de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus des Rothschild? La domination oligarchique mondiale, c'est d'une logique de réseau. Donc, en fait, moi, ce que je regarde, c'est les réseaux qui existent. Il y a les réseaux maçonniques, les réseaux bancaires, le Bnei Brit, tout ce qui est CFR, Bilderberg, Davos, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperclasse mondiale. Et il n'y a rien au-dessus. Mais ça ne se réduit pas et ça ne se résume pas
aux Rothschild, ou alors il faut comprendre que les Rothschild ne sont qu'un symbole. Hein. Sinon, on tombe dans quoi de dire il y aurait peut-être les Illuminati au-dessus des Rothschild. Et là, on est dans une vision, je vous dis, c'est même pas du Netflix. Hein, c'est le même genre de vision de la politique que de penser qu'on va faire la révolution en suivant un guignol qui poste des vidéos sur YouTube. Quoi. Voilà. Il faut s'élever au niveau de complexité et de réalité du pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire c'est antisémite de penser que les Rothschild sont les Rothschild ou que les Rothschild ont le pouvoir. Non, non, les Rothschild incarnent et symbolisent parfaitement la domination juive sur l'époque et la manière dont s'exerce la domination sur une époque qui est l'époque du règne du capital, et du capital dans sa version ultime, qui est le capital financier, mondialisé, dérégulé, déréglementé, etc. Mais il ne faut pas, confondre la partie et le tout, et ne pas prendre le symbole pour le réel. Vous voyez, c'est ça. Donc, comprenez ce que veut dire les Rothschild. Voilà, ça veut dire plus que les Rothschild. Et réduire les Rothschild aux Rothschild, une fois de plus, c'est trop simplifier la question et ne plus pouvoir être performant politiquement. Hein, voilà, parce que par exemple, je vais vous dire simplement, par exemple, Rockefeller n'est pas juif, vous voyez. Donc, si vous dites oui, les Rothschild, le pouvoir juif sur le monde, on va dire Rockefeller n'est pas juif. Et puis, boum, voilà, là, le sociologue de France Culture vous a cloué le bec, voilà, alors qu'il a répondu à rien du tout, quoi. Donc, voilà, hein, il n'y a personne au-dessus des Rothschild, mais les Rothschild eux-mêmes ne se réduisent pas aux Rothschild, voilà. Hein. Et ça s'appelle, ce qui est au sommet du monde, ça s'appelle l'hyperclasse dont parle Attali, ça s'appelle les élites du mondialisme. Elles sont composites, et tout ça aussi, j'en parle dans mon prochain livre, à sortir au printemps. Bonjour Président. Une question et une proposition. La première question, pouvez-vous nous parler de votre famille, les Soral ou Bonnet de Soral, à travers l'histoire, et remonter un peu votre fil généalogique. Enfin, la proposition qui serait de faire une émission sociologique avec Stéphane Edouard, qui aurait pour sujet la femme ou même tout autre sujet. Voilà, c'était ma proposition. Je vous souhaite une bonne journée, force et honneur. Au revoir. Voilà, c'est pareil, il y a deux questions, la question de ma généalogie et la question de Stéphane Edouard, deux questions qui n'ont rien à voir, mais ce n'est pas un problème. Donc sur ma généalogie, première réponse, j'ai quand même pas mal parlé de moi et de mon parcours, de ce qui m'a constitué dans mes livres. Alors je le dis quand même là, lisez La vie d'un vaurien, puis Sociologie du dragueur, puis Misère du désir, puis Chute, éloge de la disgrâce, et vous aurez à peu près tout sur ma biographie, hein, ma biographie. Alors après, je me suis intéressé que très tardivement à mon arbre généalogique. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est de comprendre de quoi j'étais fait, rapport à mon père, à ma mère, à la sociologie de la France, la question du déclassement, la question de la mère abusive ou pas, ou de la mère abandonniste, la question du père abusif, du père tyrannique. Je me suis posé toutes ces questions parce qu'elles me semblaient nécessaires pour comprendre de quoi j'étais fait. C'est une auto-analyse pour essayer de progresser, parce que je suis parti de très très bas, je le reconnais parfaitement. Et d'ailleurs, j'en suis d'autant plus fier de m'en être sorti, entre guillemets. Après, sur ma généalogie au sens traditionnel, je m'y suis intéressé que très tardivement et très peu, pas avant l'âge de 50 ans, parce que dans les années 70, où j'étais adolescent, c'était pas du tout la mode d'essayer d'exister par ses ascendants, vous voyez. Les enfants adoptés ne recherchaient pas leurs parents biologiques, c'était pas la mode. On leur disait pas que c'était absolument nécessaire, et on n'avait pas que ses ancêtres à la bouche. Hein. C'était pas. Puis en plus, étant issu de la moyenne bourgeoisie, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Alors après, je m'y suis intéressé un peu plus parce qu'on m'y a intéressé, parce que des gens de ma famille m'ont dit sais-tu que, etc. Et donc, comme je m'intéresse forcément à tout et à moi aussi, j'ai découvert que, en fait, du côté de mon père, que je pensais être une extraction sociale supérieure à ma mère, c'était en réalité l'inverse, si on réfléchissait, que mon père était issu d'une famille de la bonne bourgeoisie genevoise qui avait fait fortune dans ce qu'on appelle francézone, c'est-à-dire le rattachement de la Savoie à la France, qui, à l'époque, ce qui a été trahi depuis, bénéficiait de droits de douane différents et donc d'une TVA différente, et qu'en fait, ces Bonnets, qui étaient des Genevois, avaient fait fortune dans on va dire, l'import-export avec la Savoie, en se servant effectivement des avantages du rattachement de la Savoie à la France. Alors ça, c'est un peu précis. Pour ceux que ça intéresse, les regarder ce que c'était que ce qu'on a appelé francézone à l'époque,
qui a été trahi depuis, et les petits privilèges qu'avait la Savoie en échange de son rattachement à la France, puisque je rappelle que la Savoie était un duché indépendant, duché de Savoie, qui aurait pu à un moment donné choisir de se rattacher aussi bien à l'Italie qu'à la France. Pourquoi le duché de Savoie s'est rattaché à la France à un moment donné? À quelles conditions? Qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat, entre guillemets? Qu'est-ce qui d'ailleurs a été trahi? Mais enfin, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant, toujours se cultiver. Et sachez donc que du côté de mon père, les Bonnets sont des Genevois, donc des Suisses, ce qui fait que j'ai la nationalité suisse, compte tenu du fait que la nationalité suisse fonctionne pas sur le droit du sol, mais sur le droit du sang. Donc, la famille Bonnet du côté de mon père sont des nouveaux riches de la fin du 19e siècle qui se sont enrichis sur l'import-export grâce au statut particulier de la Savoie et à ce qu'on appelait le rattachement de la France avec ses conditions qui s'appelaient françaisones, je crois. Voilà. Du côté de ma mère, j'ai cru que ma mère était une pauvre parce qu'en fait, effectivement, elle l'était plus, mais en réalité, c'est de la petite noblesse d'épée rattachée à la maison de Savoie. Et un jour, j'ai eu accès à un arbre généalogique qui remontait jusqu'au 7e ou 8e siècle. Et j'ai découvert effectivement qu'il y avait de la chevalerie d'armes du côté de la famille de ma mère qui avait été aux côtés du roi de Jérusalem et qui avait même ramené un morceau de la Sainte Croix. Je rappelle que le Saint-Suaire de Turin a été ramené par les Savoie et est lié à cette merveilleuse histoire. Penchez-vous effectivement sur cette histoire où à un moment donné, il y a eu un roi très chrétien qui a régné sur Jérusalem et que la famille de Savoie est liée à cette histoire. Voilà. Donc, du côté de ma mère, c'est de la petite noblesse ruinée, avec d'autres dimensions dont je ne parlerai pas, parce que là, on rentre dans la famille, la psychologie familiale, et du côté de mon père, de la bourgeoisie suisse. Et à un moment donné, tout ça, ça a fusionné dans une famille de Savoyards, voilà, et qui a... Alors, je ne sais pas si tout ça a du sens. Les traditionalistes pensent que ça a du sens, mais sachez, pour les gens qui y croient, que par mes ascendants très lointains, je fais partie de la chevalerie d'armes de la maison de Savoie qui a ramené un morceau de la Sainte Croix, voilà, et qui a bataillé aux côtés du roi de Jérusalem. Voilà. Ça peut faire rêver. J'en ai jamais eu vraiment besoin, mais de temps en temps, pourquoi pas. Ah oui, la deuxième partie de la question qui n'a rien à voir. Oui, Stéphane Édouard, et je ne vais pas lui créer de tort, mais quelqu'un, je dirais pas un ami, mais un garçon avec qui je corresponds aimablement. On s'est d'ailleurs rencontrés à Rome, et j'aime bien son travail, qui se rapproche relativement du mien, à part qu'il a une formation un peu plus à l'américaine, je dirais. Moi, je suis un peu plus marxiste, lui un peu plus, on va dire, behavioriste, mais on se rejoint sur notre critique du féminisme, sur notre analyse de la différence masculin-féminin, et sur le fait qu'on résiste à l'idéologie dominante, qui est une idéologie d'indifférenciation sexuelle, de prétendre qu'il n'y a pas de différence radicale entre les hommes et les femmes, alors que la différence radicale XY entre les hommes et les femmes est au fondement même de l'humanité. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une question fondamentale. C'est que tout part de la différence masculin-féminin dans le monde humain, et de prétendre qu'il n'y a pas de différence ou qu'elles ne sont que circonstancielles, historiques et culturelles est un mensonge, une aberration, et qui produit des catastrophes qu'on vit en ce moment avec le LGBTisme, le transgenre et toutes ces choses qui sont de l'ordre de la mauvaise augure et dont parlent d'ailleurs les écrits religieux qui parlent de la fin des temps et parlent de cette question qu'à la fin des temps, effectivement, il y a un vrai problème d'effondrement de la différence des sexes. Ça fait partie c'est un des marqueurs de la crise terminale que nous vivons en ce moment. Voilà. Donc Stéphane Édouard, de ce point de vue-là, est bien positionné. Il croit encore à la différence des sexes. Il l'analyse de manière pareille, subtile. C'est pas oui, non, gentil, méchant, con, intelligent, etc. C'est complexe. On peut lire Weininger, d'ailleurs, qu'on réédite pour se pencher sur le sujet. On peut lire Soral aussi. Sociologie du dragueur parle fondamentalement de ça, ou vers la féminisation. Et donc, je serais très content un jour de faire une émission avec Stéphane Édouard. Oui. J'espère que quand la France sera un peu libérée de la dictature et de nos dictateurs, on pourra se permettre à nouveau ce genre de rencontres agréables, alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'est difficile parce que je suis très, très diabolisant. Vous aurez compris pourquoi. Bonjour Monsieur Soral, je voulais vous poser une question sur la nouvelle égérie de Monsieur Jacques Attali, qui nous avait présenté il y a quelques mois, 1 ou 2 ans peut-être,
en nous disant que le prochain président de la République, en fait, serait une présidente et serait une femme. Et je viens d'apprendre par le biais qu'une certaine Audrey Tcherkov serait la femme qu'il a choisie. Elle est présentée comme une jeune maman, sikh, féministe 2.0 et sans pitié. Et dans le Liquiding, elle est présentée aussi le terme, je ne sais plus, je crois que c'est le terme inclusive. Donc je m'inquiète fortement de ce choix. Ceci dit, quand on voit ce qu'il y a en face, Macron s'y se présente, pourquoi pas? La jeune femme est jolie, une petite blonde. J'aimerais bien que vous me donniez votre avis. Voilà. Et merci pour tout ce que vous faites. Au revoir. Bon, comme je découvre les questions quelques minutes avant d'y répondre, j'ai pas pu faire de recherche et je ne connais pas l'existence de cette Audrey là. Donc là déjà j'ai un petit problème pour répondre. Mais après c'est pareil, on peut prendre du recul. On voit que Attali, qui a le côté justement juif d'Afrique du Nord, il n'a pas le côté discret des Ashkénazes qui sont devenus discrets pour des raisons de nécessité parce qu'ils ont vécu eux la colère européenne, alors que Attali ne l'a jamais vécu, d'où ce côté un peu exubérant que n'ont plus les autres. Hein. C'est la grosse différence entre la psychologie ashkénaze et la psychologie dite séfarade, c'est qu'il y en a qui ont vécu la colère européenne et d'autres qui ne l'ont pas encore vécu. Donc il y en a qui ont des moins grandes gueules que les autres et qui savent qu'il faut la jouer un peu plus subtile. Voilà. Et Attali, de ce point de vue-là, oui, c'est un fanfaron. Donc souvent, il joue au prophète, ce qui n'est pas très dur parce qu'en fait, il ne fait que balancer des infos qu'il partage puisqu'il fait partie de l'oligarchie mondialiste et de l'hyperclasse. Donc en fait, c'est pas très dur de prophétiser quelque chose qui est de l'ordre du calendrier et du programme des dominants. Hein. C'est plus difficile quand moi je le fais parce que moi, je ne suis pas invité aux réunions secrètes et donc il faut que je devine. C'est plus difficile et plus méritoire. Donc ce que nous dit ce monsieur Attali, c'est en gros... Je suis derrière tous les présidents depuis Mitterrand, ce qui est vrai. C'est lui qui a remplacé Dahan à la surveillance de Mitterrand à l'époque. Ça, pour ceux qui veulent comprendre. Pareil, vous vous abonnez à Faits et Documents et vous comprendrez qui est Attali, qui l'a mis en place, à quoi il a servi, et puis quel est le vrai rapport de force politique en France et quels sont les vrais pouvoirs politiques en France. Hein. Tout ça, ça s'étudie, c'est du sérieux. Il n'y a plus de fantasmes. On est dans le sérieux et dans le réel. Donc, ce que nous dit Attali, c'est en gros, non seulement je suis aux côtés de tous les présidents et indéboulonnables, mais j'ai même progressé depuis, puisque Macron, c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs, on voit qu'il n'y avait pas que lui qui s'en vantait, il y avait aussi un Attali, un autre Attali, mais ashkénaze, là, qui est Minc. C'est le même genre de bonhomme, mais lui vient d'Europe de l'Est, et qui disait, alors qu'on parle du président de la République française, que c'était une bonne pute, des Rothschild d'ailleurs, pas oublier, et l'autre qui lui dit que c'est lui qui lui avait mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire en gros c'est Attali qui a fait Macron, et le message qu'il nous envoie c'est que moi, Attali, membre de l'oligarchie française, je fais les présidents et j'ai fait Macron et je vais même vous annoncer que la prochaine sera une femme. Vous voyez, donc ça c'est une espèce d'arrogance typiquement attalienne. Il faudrait relire son œuvre depuis les années 80 pour voir le nombre de conneries qu'il a dit et aussi le nombre de fois où il s'est fait choper pour plagiat et le nombre de condamnations qu'il a. Normalement, il devrait être totalement discrédité pour des raisons de plagiat de livres, pour des raisons de scandale avec la Baird, pour des raisons même de scandale de trafic d'armes. Enfin, je veux dire, normalement, le mec... Là, il y a vraiment, c'est là qu'on voit que la France n'est que dysfonctionnement systématique. C'est que ce genre de type, normalement, on devrait non seulement plus lui donner la parole depuis longtemps, mais normalement, il aurait même dû quitter le pays, tellement il a de casseroles. Or, il règne, il règne. Et c'est moi qui suis obligé d'aller me réfugier ailleurs. Voilà. Alors, quand on voit que Macron, ils l'ont fabriqué en quelques mois, ils nous l'ont imposé très facilement, c'est pour ça que je pense qu'Attali se sent très à l'aise, ça veut bien dire que l'oligarchie française est capable, compte tenu de sa domination sur les médias, donc sur l'opinion publique, sur les partis politiques officiels et ce qu'il en reste, sa haute main sur le système, entre guillemets, peuvent à la limite aujourd'hui fabriquer un candidat en quelques semaines ou quelques mois, l'imposer à la démocratie électoraliste française, puisque effectivement avec Macron ils l'ont déjà démontré, puisque normalement c'est Fillon qui aurait dû être président parce qu'il avait gagné la primaire et que c'était le tour de la droite, et ils l'ont dégagé à coup de pompe dans le cul en 5 minutes. Il a même appelé à voter pour Macron et ils nous ont imposé comme président un type qui sortait de nulle part, qui était une troisième gâchette de chez Rothschild puisqu'il était à la fusion-acquisition, qui avait plus ou moins épousé sa mère ou sa tante et qui est un type qu'on peut qualifier de doux psychopathe, et puis
qui en plus, à mon avis, n'a pas beaucoup de pouvoir. Je pense que Koller a beaucoup plus de pouvoir que lui. Hein. Ça aussi, il faut étudier tout ça, les shadow cabinets, hein, le pouvoir visible et le pouvoir profond, l'état profond, comme on dit. Et il est possible, effectivement, que Attali et ce qu'il représente nous sortent d'un chapeau une candidate dont ils auront décidé que, compte tenu de l'évolution de on va dire, de l'idéologie dominante mondialiste, hein, et ben aujourd'hui, il faudrait une femme. C'est comme quand on pensait qu'à un moment donné, il nous mettrait Madame Obama comme candidate, parce qu'elle serait à la fois noire et femme. On voit très bien ces grosses catégories bien lourdingues qu'on impose progressivement aux démocraties occidentales pour détruire tout ce qui reste de patriarcat, d'autorité, enfin, ce qui fait le fondement même de notre histoire. Et donc, pourquoi pas. Après, je crois aujourd'hui que l'oligarchie, qui va bien au-delà des fanfaronnades d'Attali, navigue un peu à vue dans une période de crise assez grave, y compris pour elle-même, et qu'en fait, eux-mêmes ne savent pas trop s'ils vont repousser les élections, les annuler, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe aux États-Unis. Pour que Biden se retrouve président, alors que Trump a gagné haut la main, puisqu'il a gagné tous les États clés, il les a tous gagnés, il y en avait 6 ou 7, il les a tous gagnés, il a fallu quand même opérer un braquage sur la démocratie américaine qui fait sale et qui ne va pas être sans conséquences. Donc je pense que, comme l'Amérique a toujours de l'avance sur nous depuis en tout cas 1918, les gens qui décident pour nous se disent que peut-être il faut annuler les élections, que tout ça finalement devient quelque chose qui n'est même plus très fonctionnel, même si c'est eux qui avaient fabriqué ce système d'alternance pour garder le pouvoir. Même ce truc-là commence à être gênant pour eux dans une période un peu de crise. Donc, ils peuvent repousser les élections en disant que les conditions ne sont pas réunies à cause de on va dire, du virus, énième virus mutant Covid-22 et le risque de cluster, et donc de repousser. Avec l'état d'urgence, ils peuvent le faire, les élections, et en attendant de mettre un espèce de gouvernement de salut public avec le général de Villiers, enfin un bricolage comme ça, tout est possible. Hein. Donc la question, c'est même pas de savoir qui sera le prochain président, c'est est-ce qu'il y aura un prochain président, est-ce qu'il y aura même des élections, est-ce qu'on n'arrive pas au bout du bout de la démocratie électoraliste majoritaire, dont Céline parlait très bien déjà dans les années 50. Est-ce que même ce système de domination n'arrive pas au bout de son utilité pour ceux qui nous dominent? Et est-ce qu'on ne va pas passer dans autre chose? On voit bien d'ailleurs que Poutine s'est débrouillé pour quand même rester au pouvoir 25 ans de suite, ce qui lui permet d'ailleurs d'appliquer une politique. Et on voit bien qu'aux États-Unis, si Trump ne se laisse pas voler les élections, eh ben, il peut y avoir un coup d'État militaire qui peut aussi, quelque part, mettre entre parenthèses la démocratie électoraliste. Xi Jinping s'est fait élire la président à vie. On voit bien que ce modèle finalement de ce qu'on appelle démocratie de marché et d'opinion avec le cirque présidentiel est quelque chose qui est en bout de course, et que l'oligarchie mondialiste qui s'en servait pour se maintenir au pouvoir par des masques dont elle changeait régulièrement, même elle peut-être n'en veut plus. Hein, voilà. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut penser la question. C'est est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on est même on n'est pas au bout même de l'arnaque démocratique, hein? Est-ce que l'oligarchie a encore besoin de la démocratie pour se maintenir, ou même est-ce que c'est le bon moyen pour elle? C'est plus sûr. Voilà. Et je pense que prenons toujours de la hauteur, en dehors de savoir pourquoi Attali veut nous vendre une bonne femme, là, et pourquoi il veut toujours faire le malin. Nous sommes rentrés dans une phase, je dirais, oligarchique post-démocratique. Hein. On le vit en ce moment même en temps réel aux États-Unis, et on va sans doute le vivre aussi en France demain. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard, et se poser la question de qui va être candidat, qui va être au premier tour, qui va être au deuxième tour. C'est penser encore que Marine Le Pen, à force de soumission et de concession, finirait, à force d'avoir renoncé à tout, à être élue, et réfléchir avec un coup de retard. Je pense que Marine Le Pen comme Mélenchon sont déjà sortis de l'histoire. Hein. La période n'est plus aux personnages politiques tels que les incarnent encore Marine Le Pen ou Mélenchon. D'ailleurs, il n'y a plus personne, si vous réfléchissez bien. Il n'y a pas de leader de la gauche, il n'y a pas de leader de la droite. Celui qui essaie de revenir, parce qu'il a encore une petite stature à l'ancienne, qui serait Sarkozy, est grevé de procès pour pas qu'il puisse revenir. Et en fait, on voit bien que ce qui s'est joué ces dernières années, et qui est d'ailleurs moral et logique, c'est la disqualification terminale des personnages politiques tels qu'ils étaient
fabriquée depuis, on va dire, la Ve République. Hein, voilà, citez-moi un nom de quelqu'un qui incarne quelque chose en politique aujourd'hui. Eh ben, il faut revenir à Sarkozy, qui était le dernier, à Jean-Marie Le Pen, qui a 93 ans, Chirac est mort, Giscard est mort, et je vous dis, c'est pas. Vous allez me parler de quoi? De Pécresse, je n'ai même pas de nom. Voilà. Et je crois que même Lucien Cerise, à qui je ne veux pas faire injure, ne croit même plus trop lui-même que l'opposition réelle et que la France sera libérée par une élection présidentielle gagnée par Marine Le Pen. Je crois que même lui est passé à autre chose. Et moi, je fonctionne aussi beaucoup par instinct. J'ai l'impression que Marine et Mélenchon ont raté leur moment, hein, leur moment historique où ils auraient pu faire quelque chose, et qu'ils sont de toute façon sortis du jeu, et que l'avenir politique va se jouer sans ce genre de personnage, de façon beaucoup plus dramatique, intense, intéressante et dangereuse. Voilà. Je finirai là-dessus, toujours finir en prenant de la hauteur. Voilà. Bonjour. Donc, Alain Soral vient de parler. Vous pouvez arrêter la vidéo. Sinon, il y a énormément de précisions à donner parce que c'était une émission très riche. Donc, pour ceux qui restent, on va donner des précisions. Tout en rappelant que Hervé Rixen est incarcéré depuis le 18 septembre de cette année et que ça continue. Donc, les fêtes, voilà. Alors, on prend directement les points de l'émission qui ont été abordés à 1 minute 50. Donc, ah oui, on apprend par Alain Soral la judaïté de la famille de Jacques Chaban-Delmas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on apprend, parce que pas connaissance de ça. Ensuite, ah oui, sur le décret Crémieux. Donc en fait, dès 1865, Napoléon III a proposé la nationalité aux indigènes des deux religions. Ça, c'est important. Et il n'y a pas eu un gros enthousiasme, hein, donc très peu l'ont demandé. Et résultat, le décret Crémieux est passé en force, c'est-à-dire que les Juifs d'Algérie ont acquis la nationalité d'office. Ça, faut le préciser quand même. Bon, après, c'est simplement historique. Et oui, à 6 minutes 30, on précisera aussi qu'en 1946, dans le cadre de l'Union française, l'ensemble des populations des ex-colonies de l'Union française ont acquis la nationalité française, et que à partir de 1950 environ, la majorité des détenteurs de la nationalité française étaient dans ces ex-colonies. Voilà. À 8 minutes 30. Ah oui, il parle du positionnement de Zemmour, changement de positionnement qui est donc immigration, etc. Il semblerait bien que depuis la tragédie de Samuel Paty, Julien Drey arriverait sur ces positions-là. En tout cas, ferait des déclarations dans ce sens-là. Bon, après vous écoutez ce qu'en dit Alain Soral, hein, on va pas prendre position. 13 minutes 30. Ah oui, à propos de Rémi Daillé. C'est ça, oui. Alors, savoir si les Gilets jaunes l'ont rejoint, ça faut voir. Hein. Faut voir. Vous avez quand même des leaders des Gilets jaunes, des figures de proue, là. Ceux qui font le plus de vidéos, en fait, hein, ceux qui se rendent le plus visibles. Savoir donc Éric Drouet, Fly Rider, là, Maxime Nicole, qui sont quand même, qui ont pris des positions très gauche, pro-islam, etc. Oui, bon. Rémi Daillé n'est pas anti-islam, hein, c'est clair et net, mais bon, voilà.
le ralliement des gilets jaunes, enfin après, il ne représente pas tous les gilets jaunes, hein, c'est pas stage, mais bon, le ralliement des gilets jaunes à Rémi Daillé, on ne sait pas trop, hein, après c'est les positions des uns et des autres, la déclaration, hein. Oui, donc Alain Soral est du même avis que Philippe Onvert-Sac, c'est-à-dire que si on fait un coup d'État, on l'annonce pas, hein, en vidéo, voilà, ça, ils ont le même avis, et oui, puis Alain Soral cite Malaparte à l'appui de ce propos. Bon, Malaparte est cité aussi par Rémi Daillé Wiedemann, sauf que il a certainement lu en diagonale, parce que bon, voilà. Mais il le cite. Après. Ah oui. Alors là, on est toujours dans la perspective d'un coup d'État. Et oui, il peut parler de ce monsieur-là qui disait qu'il n'avait qu'à se présenter à l'Élysée avec un document démontrant que la position de M. Macron n'est pas légale. Donc non, ne comptez pas trop sur ce genre de document. Vous avez une vidéo qui a beaucoup circulé. C'est une commerçante qui a exhibé document justement d'un avocat qui démontrait que le port du masque et l'obligation de port du masque était illégale. Elle a été embarquée, la commerçante a été embarquée manu militari, hein, voilà, et pas avec douceur. Donc ne comptez pas sur des subterfuges légaux ou présentés comme légaux. De toute façon, la force primera sur le droit à partir de maintenant. Donc méfiez-vous, hein, méfiez-vous quand même, hein, voilà. Ensuite, vous avez, oui, concernant, donc là on va mettre longtemps, concernant le conflit au Haut-Karabakh. Pour mieux comprendre la position d'Erdogan, enfin, c'est les objectifs d'Erdogan, c'est sa politique. On peut qualifier d'expansionniste, hein, si on veut. Vous allez avoir un lien vers une émission de Radio Athéna, c'est très intéressant, autant la reléguer. Après, bon, concernant le regretté Valéry Giscard d'Estaing qui nous a quitté récemment, c'était effectivement Yvette Horner qui l'accompagnait à l'accordéon, qui nous a quitté assez récemment, mais plus tôt, voilà. Donc, là, c'est une époque, hein. C'était à 22 minutes 20. Après, concernant la Chine, donc on est à peu près d'accord avec ce que dit Alain Soral sur la Chine. On va quand même rappeler que pour un autre son de cloche, vous regardez la chaîne Jean Robin, voilà, bon, qui a fait son travail de recherche sur les visées de domination mondiale du Parti communiste chinois, donc vous pouvez aller regarder si vous voulez, hein, faut quand même dire que ça existe, voilà. Quant à Trump, il y a quand même Trump ennemi du nouvel ordre mondial, il y a quand même quelques nuances qui sont apportées par Pierre Hillard dans une vidéo du Réveil des moutons qui sera en lien aussi, également. Voilà. Et dire que aussi que le système de négociation sociale est effectivement, comme le dit Alain Soral, étroitement lié aux valeurs néo-confucianistes, voilà. Tandis que c'est vraiment pour assurer l'ordre dans la société, tandis que on louche vers ces méthodes-là en Europe de l'Ouest, mais il y a plus une optique de chaos social, c'est très visible quand même. Donc
ne confondons pas quand même ce qui se fait en Chine et ce qui se fait en Europe de l'Ouest. Il vaut mieux pas quand même. Après, pas la peine d'approuver ces méthodes de notation sociale, évidemment, mais bon, il faut quand même pas confondre. Ah oui, il y a un rappel aussi que le traité de Maastricht ouvrait l'Union européenne aux produits américains et chinois. Voilà, donc il y a une époque, les Américains et les Chinois étaient d'accord pour se partager le marché de l'Europe. Voilà. Donc, après, demander de prendre parti pour les uns ou pour les autres, oui, bon, voilà. Cette déferlante des produits américains et chinois a provoqué un effondrement de la productivité européenne, notamment française. Hein. Bon, il y a eu un tiers de baisse dans les années qui ont suivi ce traité-là en France. Bon, faut quand même le rappeler aussi. Hein. Voilà. Et à 33 minutes 25, oui, concernant toujours la Chine, on va encore citer l'ouvrage de Fernand Braudel, Grammaire des civilisations, à Champ-Flammarion. C'est page 252, où il parle du nationalisme culturel chinois, ça c'est important. C'est loin d'être un pays cosmopolite comme vous le rappelle Alain Soral. Ça c'est vrai. Hein. Et bon, ce nationalisme culturel, on a utilisé le néologisme un peu barbare de culturalisme, voilà. C'est une position qui peut se défendre, voilà, le nationalisme culturel. Ah oui, donc après, vous avez concernant Alexandre Langlois, donc là, je vous parle un peu des manœuvres qui peuvent avoir lieu dans les années, voire même les mois qui viennent. Ce serait un peu la course au coup d'État, un coup d'État pour éviter un autre coup d'État ou un soulèvement. Faut savoir une chose, on l'a peut-être déjà dit, c'est que dans l'histoire de ce pays, les républiques n'ont été renversées qu'en deux occasions, à savoir soit un coup d'État de l'exécutif. Bon, pour l'instant ils se tiennent entre eux. On verra bien combien de temps ça va durer, donc faut pas trop y penser. Ou soit un effondrement militaire. Alors ça c'est dans l'optique éventuellement de la guerre à venir qui sera imposée par Kamala Harris en Iran. Hein. Il y aura forcément à un moment ou à un autre, puisque bon, Biden va très probablement être investi le 20 janvier. Bon, après il va être écarté parce qu'on a des dossiers sur son fils qui vont ressortir pour l'obliger à partir, quoi. Et donc cette intervention en Iran va à peu près tout décider, quoi. La logique voudrait que les États-Unis la perdent, cette guerre, parce que ces tenants de la gouvernance mondiale ont accumulé énormément de ressentiments, hein, notamment de grandes puissances comme la Chine et la Russie. On verra ça. Voilà. Donc, oui, donc en France, les républiques n'ont été renversées par deux occasions, soit du coup d'État de l'exécutif, à savoir en 1799, c'était un coup d'État organisé par Sieyès et Roger Ducos, dont le plus grand bénéficiaire a été Napoléon Bonaparte. Ensuite, vous avez évidemment la Deuxième République qui a été renversée par le neveu de Napoléon Bonaparte, donc Louis-Napoléon Bonaparte, devenu empereur Napoléon III, après son oncle Napoléon Ier. Vous avez la Troisième République qui a été renversée par l'effondrement militaire de 40, bon, ça c'est évident. Bon, après l'Assemblée nationale et le Sénat ont donné les pleins pouvoirs constitutionnels à Philippe Pétain. Et la Quatrième République, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu une combinaison des deux, puisqu'il y avait donc les paras d'Alger qui s'étaient emparés de la Corse, qui menaçaient d'intervenir à Paris, mais probablement que ce coup d'État-là aurait échoué. Hein. Ils étaient
pas suffisamment soutenu, certainement pas par le contingent. Il y avait quand même des soucis au niveau de l'état-major, mais bon. Mais le général de Gaulle a utilisé ce soulèvement d'Alger, la constitution du comité de salut public, notamment par les militaires et la foule algéroise, pour imposer son retour. Et disons que il y a eu un coup d'État un peu souterrain, parce que pratiquement l'ensemble de la classe politique ne voulait pas du retour de Gaulle, a manifesté contre son retour. Et le président Coty a présenté l'ultimatum. Il a dit: vous acceptez le retour du général de Gaulle ou je démissionne. Donc démissionner, ça c'était pas pour la classe politique d'époque, c'était pas possible, parce que il avait fallu 13 tours de scrutin pour élire René Coty, qui s'était présenté qu'au 11e. Donc vous voyez à quel point cette élection avait été laborieuse, parce qu'il y avait une opposition entre les partisans et les adversaires de la communauté européenne de défense. Il se trouve que René Coty n'a pas pris part au vote concernant cette communauté européenne de défense, parce qu'il se faisait opérer de la prostate. Voilà. Donc, il disait: je suis devenu président grâce à ma prostate. Voilà. Donc, et ensuite, le général de Gaulle a ajourné l'Assemblée, n'a plus jamais été réuni, et il a imposé tout simplement une constitution, c'est-à-dire pas d'assemblée constituante pour la constitution, directement rédigée par des spécialistes et présentée en référendum plébiscite à la population française. Voilà en gros. Oui, alors 41-25, oui, il parle du coup d'État bolchevique qui avait réussi en octobre-novembre 17, selon le calendrier julien ou grégorien, et qui n'aurait pas réussi 3 mois avant. Mais il croit pas si bien dire, parce que effectivement, général Kornilov, qui était commandant en chef en juillet-août 1917, a fait un coup d'État raté contre Kerensky. Alors ça, c'est plutôt un coup d'État d'extrême droite, disons, dire aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'était à 38 minutes 15 de la vidéo. Non, 41 minutes 25, pardon. Et avant, ce coup d'État, c'est 38 minutes 15. Voilà. Fernand Bourdais, c'était à 33 minutes 25, si on l'a pas dit. Ensuite, donc, là, il va vous parler de l'élection américaine. Donc, il faut savoir que Benjamin Netanyahu, qui passait pour un grand soutien de Donald Trump, donc ça c'est à 45 minutes 15, ce dont il parle à 45 minutes 15, il faut savoir qu'il a aussitôt félicité Biden après le scrutin, le scrutin populaire, pour désigner les grands électeurs. Voilà, aussitôt. Donc il a fait comme Macron, en fait. Donc vu les grandes concessions qu'a fait Biden à Israël, notamment l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, faut quand même historiquement, faut le préciser. Voilà. Ensuite. Ah oui, pour seulement l'hyperclasse, comme on dit. Donc là, il parle des Rothschild. On peut dire pareil pour Soros et ses ONG et les révolutions colorées. Soros, on le rappelle, qui est le grand ennemi de Benjamin Netanyahu, parce qu'il soutient la cause palestinienne, il finance en plus. Donc, voilà. Donc, s'il met les pieds sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, peut-être que ça passerait pas aussi bien qu'il le souhaiterait. Voilà. Ensuite, oui, donc là, effectivement, on pouvait parler des Rockefeller. Donc, Alain Soral le dit à 45-25, et les Rockefeller, donc le Rockefeller qui est décédé récemment, 2007 quand même, il semble, était donc le grand promoteur du nouvel ordre mondial. Voilà. Pour situer un peu après toute cette hyperclasse, ce qu'il appelle l'hyperclasse dont il parle.
On a ensuite, oui, voilà, il parle un peu de lui. Donc on va préciser quand même que faut pas non plus prendre tout au sérieux tout ce qu'on dit sur lui et tout ce que lui dit sur lui. Par exemple, ce qu'il dit sur lui dans Misère du désir, quoi. Bon, ça c'est un petit clin d'œil parce que ça revient souvent. Hein. Voilà. Alors après bon, ouais, il fait comme ça, bourgeoisie moyenne, enfin bourgeoisie moyenne supérieure quand même. Voilà. Hein. D'ailleurs, bon, il en parle à 52-55, hein, il donne des précisions. Oui, à 54 minutes. Donc, tout ça, c'est d'origine sociale, c'est 52-20. Hein, il précise à 52-55, voilà. Bon, Misère du désir, c'est à 51 minutes, hein, si on n'a pas dit. Et oui, à 54 minutes. Oui, il devrait défendre le droit du sang, puisqu'il parle du droit du sang en Suisse, donc voilà. En plus, il existe en France, hein, il existe depuis 1803, mais bon, on a tourné ça comme on voulait, donc on y a rajouté, on a même mis la suprématie du droit du sol, alors que bon, il y a un droit du sang en France, voilà. Il faut quand même le préciser. Ouais, ça doit être 1803, ouais, c'est ça. Là, donc, il parle donc d'une prochaine présidentielle qui n'existerait probablement pas, hein, c'est l'hypothèse qu'il fait et elle est plausible. Donc, concernant les candidates que voulait présenter Monsieur Attali, on a parlé d'Angélique Delorme, voilà, un nom, Aurore Berger, donc une députée très arrogante quand même. Les Français sont un peu schizophrènes, ils peuvent payer plus. Merci mademoiselle. Hein. Des jolies filles, toujours. Hein. Bon, voilà. C'est pas les moins cruels, hein. Enfin en propos en tout cas. Voilà, donc oui, bon, aussi un peu parler de Marion Maréchal. Bon, donc elle a dit que non, hein, elle irait pas. Bon, Marine Le Pen, comme il dit, c'est cuit pour elle. Hein. Elle a tout conseillé, tout, même la sortie de l'Union européenne, elle veut plus maintenant. Et c'est même pas la peine, quoi. Voilà. Donc voilà. Oui, on concerne toujours Monsieur Attali. Donc la Banque européenne de développement, c'était en 1993. Il a quand même réussi par son arrogance à exaspérer les Anglo-Saxons. Et bon, il y avait certaines malversations, etc. Allez vous renseigner là-dessus. Mais il en faut quand même beaucoup pour exaspérer par son arrogance des Anglo-Saxons qui eux-mêmes sont très arrogants. Hein. Ou alors ils aiment pas la concurrence. Voilà. Et on termine. Ah oui, on termine. L'oligarchie qui navigue à vue là, la crise actuelle. Oui. Donc il faut savoir quand même que il y a quand même un petit sursaut. Il y a quand même 56% des Français qui ne veulent pas du vaccin entre guillemets parce que c'est injecté de l'ARN dans l'épaule. Bon, d'accord, voilà. Donc le vaccin anti-Covid, le Pfizer, voilà. Ça atteint les 70%, comme on a eu avec les GJ, c'est même presque 80%. Donc voilà, on en a fini avec cette émission Soral répond 23. C'est la fin aussi de l'analyse de la pensée d'Alain Soral, donc vous avez suffisamment de données hein, pour vous faire votre idée, hein, selon vous aimez pas, vous approuvez certaines choses, vous n'approuvez pas d'autres. Vous voyez. Hein. Ça va être la fin aussi de l'étude générale de la dissidence, parce que bon, là il reste à voir l'essai d'Adrien Bauzy, La France divisée contre elle-même, livre manifeste des refrancisés. Voilà. Après avoir vu Eric Barsano déloger Jean-Pierre, un livre manifeste des racialisés, et même en premier, hein, Comprendre l'Empire, livre manifeste des réconciliés. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Bon, la tradition veut qu'on vous présente quand même des meilleurs vœux pour l'année à venir. Bon, l'année dernière, on avait souhaité que ça soit pas pire que l'année qui s'était écoulée et qu'on puisse en faire quelque chose. Bon, là on a été servi hein, quand même.
Donc quand même, bon, puisqu'il faut présenter les vœux pour la nouvelle année, on va laisser à un ami le soin de le faire. Voilà, merci. Au revoir. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, si ces mots-là vous viennent du cœur, ils porteront bonheur, c'est pourquoi faut toujours les dire avec un peu d'amour. Je connais des Jules et leur Rombière qui jouent les ducs et les barons et qui se coiffent à coups de soupière dès qu'ils discutent à la maison. Puis font entendre le vocabulaire crevard, fouilleux, fesse de merlan. Ils gueulent comme ça l'année entière, mais ils se murmurent au jour de l'an. Bonne année, bonne santé, chère Anne, ma coccinelle, mon gros poupou, mon minet, mon loulou, jure-moi que sans mon amour, tu ne pourrais pas vivre un jour. Bonne année, bonne santé, mais le drame, c'est que pendant tous les jours suivants, jusqu'à l'autre jour de l'an, ils se redisent tendrement, tordus, punaises et peaux d'hareng. Dans tous les coins de la planète, il y a toujours la joie des parents, que les gosses pieds nus et en liquette viennent t'embrasser au jour de l'an. Et si la vie a peu de sous, on la supporte allègrement, tant que l'on peut s'entendre dire bonne année, papa et maman. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, voilà le nouvel an tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames, et souhaitons que dans 100 ans, on puisse comme à présent se redire de tout cœur tous nos meilleurs vœux de bonheur.